Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de participer à une manifestation de jeux vidéo sous l'anticipation de l'image, car nous, ça fait 5 ans que nous travaillons sur adopter cette approche et nous espérons pouvoir nous intéresser par ces résultats de recherche. Donc, ce programme qui s'appelait l'image interactive de vidéo, que maintenant on a abouti finalement à 2 ouvrages, un ouvrage de synthèse et un ouvrage sur les avatars. En fait, nous avons mis ensemble nos acquis respectifs avec moi. Moi, je viens de l'image interactive basée sur la méthode analytique pour une numérique, la vidéo enrichie sur CD-ROM puis en ligne. Généralement, vient aussi bien de l'image de jeux vidéo, de l'image de synthèse. Alors, il s'avère que les deux versants, remontent aux origines de ces fameuses images qui nous occupent tant aujourd'hui. Nous avons documenté que l'image n'a pas eu besoin d'être numérique, c'est-à-dire programmée par des codes et des langages informatiques pour devenir interactive. Alors, nous allons vous montrer un certain nombre de vidéos pour un petit peu illustrer tout ça. Donc, en commençant par l'ancêtre finalement du Google Street, qui s'appelle MovieMap. Donc, on est en 1978, par là. C'est les débuts du vidéodisque, on est au même titre. Et en fait, c'est le début du vidéodisque aussi. Le vidéodisque c'est une vidéo analogique. Là, nous sommes dans une petite ville américaine un peu orthodoxe, dans laquelle on se déplace en se déplaçant dans des images fixes, et on va voir qu'on utilise déjà à l'époque un écran tactile pour se déplacer. Donc, cette application est un peu une application inaugurale de ce qu'on va appeler le cybermédia. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance des années 70. Mais il y a déjà un écran tactile, il y a... Alors, du seul fait de cette interactivité-là, ça donne un simulateur réaliste, très basique de déambulation urbaine. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que pour que le public ressente, finalement, commence à concevoir que l'image pouvait être interactive, il a fallu attendre des images de qualité. Donc ces images, finalement, les images du vidéodisque étaient des images tout à fait de qualité cinématographique, car à l'époque, il y avait bien sûr déjà le jeu vidéo, mais il était largement diffusé, les jeux vidéo sur console, sur borne, et ces jeux vidéo, supposés réservés aux enfants, avaient un schématisme qui faisait qu'on ne reconnaissait pas la qualité, le statut d'image pour ces jeux vidéo, c'était plutôt des jeux. Alors, donc pour information, là on voit le numéro d'image. Donc chaque image est réellement totalement analogique. Il n'y a aucune numérisation d'image. À chaque sillon correspond une image avec une étiquette. Et donc à chaque fois que la commande avancée s'effectue, on passe à l'autre, à la suivante. Donc, elles sont étiquetées informatiquement, mais elles sont pilotées par un ordinateur, mais elles ne sont pas numériques. Elles ne sont pas un ensemble de pixels calculés comme aujourd'hui. Voilà. Elles sont d'une certaine manière, ce sont des hyper-images, puisqu'en fait il y a une espèce de structure. À chaque image est reliée une image en avant, une image en arrière, une image à gauche, une image à droite, et on se balade tout simplement. Donc la seule computation, le seul rôle, parce que là il s'agit donc de vidéodisque d'une banque d'images et un relevé photographique d'une ville, et on se balade dans ces images simplement en passant d'une image à une autre. Donc on est en continuité visuelle, donc on a une simulation de déplacement tout à fait réelle, ce qui fonctionne, c'est la même que dans Google Street. Hein. Et voilà. Oui. Alors,
Pour autant, quand on revient sur les origines de ces jeux vidéo auxquels on a longtemps dénié le statut de média d'une part, et d'autre part, dont les images paraissaient assez inintéressantes au tenant de l'image figurative réaliste, on y reviendra en conclusion. On s'intéresse donc aux origines, on remonte assez vite à Tennis-for-Two, que je remonte ici, donc une image sur oscilloscope avec simplement un petit spot qui fait office de balle, deux manettes qui permettent que deux joueurs soient opposés, et un renvoi de balle à chaque intervention. Donc on voit que le couplage, on va le détailler avec l'image, est consistant, hein. Chacun peut décider à quel moment il renvoie la balle, avec quel angle, et puis de cette sorte on a une physicalité gravité qui est calculée non pas par un ordinateur avec un programme, mais par des circuits analogiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle un calculateur analogique, qui font correspondre une valeur de sortie et une valeur d'entrée. Et ce système a donné lieu au premier finalement dispositif public. En 1958, il a été abandonné très vite et ça n'a pas une suite donc dans une centrale nucléaire ou un labo de physique nucléaire avait envie de montrer un peu au public qu'il ne faisait pas que la guerre. Et donc on avait un enjeu aussi de diffusion. Ce n'est pas notre problème ici. De l'autre côté, on a une autre branche qui n'est absolument pas informatique pareil. Ralph Bauer, le père de Simon, le fameux petit appareil, et de plein d'autres jouets. Ralph Bauer, qui avait été un ingénieur en radar notamment, aussi, qui nous montre ici sa démonstration de la Brown Box, qui va devenir la Consolmania Box, sur ce qu'il appelle Tennis Programming. Tennis Programming, c'est un des nombreux petits logiciels qui, en fait, ne sont pas programmés au sens informatique avec des lignes de code et du langage, mais qui, pareil, sont un ensemble de circuits électroniques correctement branchés et qui aboutissent donc à un jeu un peu bizarroïde, parce qu'on n'est pas, voyez, on n'est pas sur le ton exact. Là, les petites barres qui représentent chaque joueur peuvent avancer, reculer. Il y a même des effets spéciaux qu'on peut donner à la balle, vous voyez, qui peut comme ça, qui n'est pas astreinte à une physicalité stricte, et qui fait partie du jeu. Donc c'est pas, ne confondez pas avec le fameux monde. On est sur les prémices avant commercialisation, donc dans la préhistoire finalement du jeu vidéo avant 1971. Et là encore, il n'y a pas eu besoin d'un circuit, enfin d'un ordinateur pour réaliser ce jeu vidéo. De telle sorte que nous, on tient compte effectivement que l'image interactive est apparue aussi, bien évidemment, et c'est beaucoup de traits de nouveauté sur nos amis américains sur des micro-ordinateurs, des mini-ordinateurs, pardon, qui étaient quand même déjà conséquents, on envoie l'installation, et ça donne Spaceware 62 au MIT. Voilà, donc c'est le premier jeu vidéo reconnu comme tel, et donc ce jeu est fait, c'est le premier ordinateur accessible aux étudiants, et là c'est les premiers hackers, les étudiants écrits de culture, de science-fiction de l'époque, etc., qui font donc ce jeu vidéo qui va servir de démonstrateur à l'ensemble des premiers micro-ordinateurs de PDP, et donc il va y avoir toute une génération dans les années 70, toute une génération, dans les années 70-70, toute une génération, des générations d'étudiants qui vont effectivement se former à l'image interactive au jeu vidéo. Alors on fait un bond sur lequel on va revenir jusqu'à aujourd'hui, mais on va passer au diaporama pour comprendre. Donc la démonstration est faite qu'une image n'a pas eu besoin d'être numérique. Par contre, si on fait un peu une approche là, pour revenir au début de l'analyse de Spaceware. Alors, une étude généalogique montre que le jeu vidéo et l'informatique interactive possèdent des racines communes qui remontent au radar. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le fameux projet SEG, donc, qui a abouti à ces ordinateurs PDP, donc les fameux premiers mini-ordinateurs. Donc, il y a un système de radar, les ordinateurs et les écrans cathodiques. Et là, vous voyez déjà un stylo optique intégré, donc tout ça. Et là, on voit évidemment que ça donne tout à fait l'image. On peut remonter via cet écran cathodique et la position donc, des personnes qui sont là, les opérateurs, à l'utilisateur et les autres. D'où le parallèle qu'on a établi entre Spaceware et Tennis-for-Two, parce que, indépendamment que tous les deux soient pour l'un programmés, pour l'autre simplement des branchements de circuits électroniques, donc l'un électronique, l'autre électronumérique et informatique, et bien on voit bien le même dispositif, qui est le dispositif vidéoludique, avec un couplage fort avec une image. Ici, dans les deux cas, deux personnes qui jouent l'une contre l'autre, une communication médiée par l'écran, et un univers qui repose sur
une représentation simplifiée, symbolique, mais tout à fait effective dans ses faits, dans ses conséquences. Voilà, donc, alors, là, en fait, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, qu'est-ce que c'est le jeu vidéo? C'est en fait un écran, donc c'est fameux, là on voit vraiment le dispositif le plus primitif qui est un oscilloscope, donc, mais en plus, ça sera un écran cathodique, un circuit programmé, là c'est juste un circuit, ça peut être ensuite un ordinateur, et là c'est un visiteur, donc parce que c'est un truc de démonstration, d'installation, de démonstration, et ensuite dans toute l'évolution du jeu vidéo, le joueur, et voilà, c'est cette espèce de dispositif original de télévision qui montre bien que déjà à l'époque c'était ça, et ça continue avec ça. Alors, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'analogique au numérique, on a la même définition, donc que l'image interactive est une image qui se modifie sous l'action du sujet regardant. Voilà, donc c'est vraiment ça qui caractérise cette image-là, hein, c'est que, en fait, c'est une image sur laquelle on est en prise, et on est en prise en temps réel. Donc, du coup, effectivement, le secteur des jeux vidéo dont on connaît le foisonnement, le caractère très fertile, a produit des images qui étaient à la recherche de plus en plus d'interactivité et évidemment de cette fameuse qualité cinématographique qui fait qu'à un moment donné, un Brian De Palma s'intéresse à Myst, et c'est vrai que beaucoup de gens, dans les années 90, ont attendu Myst et ce genre de propositions figuratives pour se dire tiens, il y a quelque chose qui se passe du côté du jeu vidéo. Donc, nos deux axes inauguraux et originels de l'interactivité analogique se retrouvent dans la plupart des jeux vidéo. On va le voir rapidement dans des cas d'analyse. D'une part, le fait de rendre des contenus figurés manipulables. Donc, c'est le petit spot qui fait une balle de tennis, ou même les petits personnages qui sont représentés par des raquettes qu'on peut bouger. Ce qui donne finalement la concrétisation de l'avatar physicalisé, un être qui appartient à l'image qu'on va pouvoir manipuler et qui nous représente. Et de l'autre côté, le fait de rendre pilotable le point de vue. On l'a vu avec Movie-Map, cette simple représentation cartographique. Il suffit de rendre le point de vue modifiable et qu'on puisse le diriger à la première ou à la troisième personne pour qu'on ait cette fameuse instance percevante ou perceptive, comme en parlait Christian Metz au cinéma, qui offre une présence manifeste dans le monde, c'est-à-dire on est situé quelque part en plongée, en contre-plongée. Là je vous renvoie au langage de base du cinéma pour signifier cette présence, sauf que la manipulabilité du point de vue donne une présence que l'on peut vérifier, présence active. Donc quelques cas rapidement d'analyse, on va tourner autour de GTA V, de World of Warcraft, de Watch Dogs, et on ira après au jeu en réalité augmentée, pour dégager, à la fois, pour appliquer ce qu'on vient de remarquer sur les deux grands principes, et puis aussi pour tenir compte du fonctionnement de l'image vidéoludique. Donc là, c'est une scène où on peut constater que le point de vue par rapport à l'avatar, je manipule cet avatar au centre, et le point de vue est bien indépendant de la localisation physique. On peut tourner autour de son personnage. D'habitude, on avait souvent une liaison très forte entre le personnage et le point de vue. Et ce qui se passe, c'est que selon les situations, on va évidemment se concentrer plutôt sur la manipulation du contenu dirigé, donc du personnage, ou au contraire plutôt sur le point de vue, parce qu'on veut regarder ce qui se passe en face, etc. Donc, il est bien évident aussi qu'on est dans une représentation, et là il y a un modèle comportemental, c'est la façon dont il court, la façon dont il peut se battre, la façon dont il rencontre des obstacles, la physicalité du monde, etc., est part d'une modélisation environnementale, une modélisation aussi individuelle, comment peut-il nager, comment peut-il recevoir des impacts, etc. Et du coup, on est au cœur de la représentation, on a affaire à une simulation, ce qu'on appelle un être cybernétique qui a été programmé pour répondre correctement à son environnement. Alors qu'à d'autres moments du jeu, on est dans une toute autre relation, puisqu'on va être dans des choix, dans une sorte de paramétrage qui nous fait passer non pas à une action immergée, mais plutôt à ce qu'on a appelé l'effectuation, c'est-à-dire on effectue des inputs, on clique, on désigne, on pointe, on clique, on fait des choix, donc on pourrait résumer par une interactivité de choix. Là où on est plutôt ici, dans une interactivité où certes on a choisi de tirer, on retrouve le clic pour savoir quand est-ce que je tire, mais on choisit aussi de gérer, de piloter un continuum visuel avec la gestion du point de vue, ou spatial avec le déplacement qui fait qu'on décide à quel endroit typiquement on essaie de l'avatar bloqué, parce que là il ne peut pas se déplacer, il subit la gravité. Très souvent les joueurs utilisent le point de vue qui est le dernier degré du bâtiment. Pour passer maintenant à un autre jeu
sorti Watch Dogs, vous parlez d'Ubisoft, on est dans un univers augmenté qui pourrait ressembler à notre futur, dans lequel on peut avoir des informations sur les uns et les autres. Et donc la simulation d'environnement se mêle à une sorte d'interface de jeu vidéo intégrée à l'univers, qui est diégétisée, comme pour reprendre le cas précédent, c'est-à-dire qui appartient au monde, mais qui renvoie à un fonctionnement intime du monde futuriste dans lequel on peut à tout moment prendre connaissance de qui est à côté de soi, de comment fonctionnent les circuits de communication. Et du coup, là, on est vraiment dans une simulation d'univers, y compris un univers qui, semble-t-il, de façon administratrice et prospective, a déjà intégré les codes du jeu vidéo par la communication. Le point sur lequel on va venir tout de suite, c'est la question du réseau. C'est-à-dire que quand les jeux vidéo, quand les images interactives se mettent en réseau, il se passe quelque chose de fondamental, c'est que l'image est habitée à la fois par des algorithmes et des êtres cybernétiques, mais aussi, l'image est habitée par d'autres personnages avec lesquels je peux collaborer, qui sont des petits copains, et du coup, les interactions sociales enrichissent l'image, et là, on a une image qui n'est pas du tout, qui ne peut pas être interprétée en termes de représentation, uniquement, parce qu'en temps réel, les gens élaborent, et le contenu de l'image est élaboré par des décisions de chacun. Enfin, ce qui est ça donne ces coopérations en ligne, de l'instrument de support, des assistants, cette complexité de la synchronisation collective, d'une image qui est à la fois représentation et simulation, on va venir en conclusion. Voire communication. Et qui permet la communication. Donc, enfin, on a aussi ces promesses de réalité plus ou moins augmentée, qui souvent ne sont que des vidéos augmentées, des flux vidéo, parce que là, on voit deux personnes qui ont des caméras, et en fait, sur chaque caméra, la caméra capte la réalité et plaque dessus des informations qui permettent peut-être d'avoir un jeu sans expérimental. Mais on reconnaît ça beaucoup plus massivement sur des choses comme là, c'est un jeu un peu militant, pour comprendre comment les dimensions personnelles on a des bornes. Et quand on va sur ces bornes, voilà, avec une tablette, on voit fonctionner une sorte de circuit imprimé avec une surcouche visuelle. Et là, on voit bien que c'est la vidéo augmentée. Je crois que c'est la réalité augmentée, la vidéo augmentée, c'est une vitre sur laquelle est projetée toutes ces informations, qui copies de voitures ou de véhicules. Donc, on est dans la vidéo, donc dans un mélange d'analogie et de numérique. Et là, je vais revenir sur World of Warcraft brièvement, c'est que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'évidemment, ici, on a bien un mélange de numérique calculé, des programmes, mais de l'analogie. Quand je décide d'avancer, j'appuie sur un bouton, c'est une décision analogique d'un être humain. Au même titre que dans DBOF, on a des personnages qui sont souvent issus d'une capture du mouvement d'un être humain réel. Et donc, on en arrive à la conclusion que la plupart des images de jeux vidéo ne sont pas purement numériques et synthétiques. Elles possèdent ce qu'on appelle une synthèse impure, au sens où elles mélangent des programmes et des signaux, des impulsions analogiques. Cela donne que dans les jeux vidéo et dans l'image, on a des polarités interconnectées, hyper et cyber. Hyper, c'est en termes de classe, c'est les liens de captex, c'est l'interactivité du choix. Le cyber, c'est plutôt le comportemental modélisé, ce qui se résume par la fluctuation et l'instanciation. On s'envoie des études sur l'instanciation qui sont un peu complexes. En gros, un être qui s'actualise à l'écran et qui a un comportement. Le numérique et l'analogique hybride, qui synthèse un peu au sens où nous avons pas fait l'image pure, c'est pas. Un mélange permanent de simulation et de représentation, de telle sorte qu'on puisse dire indéniablement l'image interactive est simultanément une représentation. Voilà, et c'est bouclé. Donc si on tient un côté ou l'autre, il faut toujours tenir compte de ce complément. Sinon on perd. Et du coup, évidemment, le jeu vidéo est le domaine même d'expression de ces polarités qui hybrident, qui s'interpellent. Alors, donc là, on en arrive à la table des images. Donc, alors, le jeu vidéo, finalement, nous montre que l'image interactive correspond à une nouvelle table des images pour reprendre un concept cher à Descola. Donc, Descola, en fait, a utilisé les méthodes scolaires de France, il utilise l'anthropologie de la nature, donc, quelque part, rapport nature-culture, et donc il a déterminé 4 grandes visions du monde, l'animisme, une chose est l'âme et le naturalisme, et l'autre modèle, le terme, donc c'est les êtres humains, seulement les êtres humains qui peuvent créer, la matérialité de choses,
Il s'agit entre autres du régime de la représentation, naturalisme, etc. Ces évolutions liées au degré interactif de l'image ne sont pas du tout étudiées. Autrement dit, plus de la simulation, donc du rapport imaginaire et plus relationnel entre humain et non humain, avec les machines. Avant, sur cette question-là, ça peut montrer c'est un peu l'esquisse de cette question qu'on pose de cette nouvelle famille des images. Le jeu vidéo sera un peu le laboratoire de cette nouvelle famille des images quand on mélange représentation et simulation, quand on est présent dans l'image, quand on est personnifié dans cette image-là, et quand on est de l'autre côté de l'écran, donc on est dans cette espèce d'espace électromagnétique. Et vous comprenez bien que si on monte aux 4 visions du monde, et on a un petit peu d'analyse parce que l'écran, les jeux vidéo, on a l'impression que chaque objet peut avoir une arme, on peut se faire sauter avec plusieurs objets, simuler l'autre. On a aussi une totémie parce qu'on a des sortes d'archétypes qui peuvent investir peut-être à travers les monstres des derniers niveaux. On a des logiques d'analogisme puisque mon avatar fonctionne à ma façon, où les robots peuvent être des amis, et ainsi de suite. Et du coup, là, on est en train de travailler actuellement à aboutir une sorte de reprise de ces 4 catégories pour les réactualiser autour d'un régime nouveau de représentation. Et enfin, pour terminer notre présentation, on va présenter finalement la manière dont on travaille aussi, parce que là, ça peut vous paraître extrêmement théorique, bien qu'il y ait de l'analyse appliquée, mais on a aussi un volet de recherche qui emprunte le côté art science et qui permet de créer des situations expérimentales pour mêler le public autour de dispositifs qui, comme vous le voyez, donc, l'a implémenté à l'intérieur d'un espace 3D, une image du vidéo, ça se trouve dans ce monde-là, on a des conférences, des visioconférences de ce monde-là, des avatars, et on a créé une spécifique qui s'appelle Interstream, qui permet en fait de boucler la réalité et la simulation, alors la réalité de côté de l'écran, à l'intérieur de l'écran, en plusieurs types de niveaux de réalité, qu'on appelle les enchâssements et les emboîtements de médiums, de médias, donc plutôt vidéo ou de synthèse, et qui permet en fait au public de vivre une situation. Là je vais en montrer des vidéos, donc c'est une installation qui a été montrée au 104 en 2009 et coproduite par des partenaires. Elle est réalisée par moi-même, Lucille Haute et Francis Stack sur l'idée originale. Et en fait ce qui se passe, c'est que les personnes sont confrontées à cet écran. Donc, la personne est filmée, c'est elle, c'est Francis Stack à l'écran là, elle est filmée et son image est reprise dans le monde. Ici on a affaire à des avatars qui sont connectés en direct et qui communiquent et donc se mettent eux devant quoi? Se mettent-ils? Se mettent devant ce qu'ils savent être le point de vue de l'utilisateur. Donc, comment savent-ils que c'est le point de vue de l'utilisateur? Tout simplement, à l'écran, il y a une sorte de grosse, vous voyez ici, il y a, moi là c'est le point de vue de l'avatar, donc un avatar connecté. Il voit ici le point de vue d'où il est filmé. S'il veut parler à l'utilisateur, il va devant, il dit coucou, c'est moi, et du coup il sait exactement comment se positionner. Et donc on revient à la vidéo. Et bien, on constate que il y a donc un mélange bouclé entre la réalité, tout est en temps réel, ça c'est tout à fait fondamental, et on a de la représentation, de la simulation avec des avatars, et une situation un peu paradoxale, bon, on a voulu nous mettre en scène dans le cadre de nos recherches sur les avatars, puisque les avatars arrivaient à l'écran en se faisant, non pas passer, mais en se revendiquant être des êtres à part entière, des êtres qui ont une histoire. À quel âge as-tu? 6 mois, 3, 30 ans, donc est-ce que tu es vieux? Est-ce que tu meurs? Non, moi je me suicide. Donc des avatars qui avaient joué le jeu de se représenter en tant qu'eux-mêmes et non pas en tant qu'une personne qui est derrière, quoi, en tant qu'être à part entière. Là, ce qui est intéressant, parce que pousse un petit peu le bouchon un petit peu loin, c'est l'ensemble des enchâssements. Donc l'enchâssement des points de vue, des images, du réel, du virtuel, des différents écrans, l'écran dans l'écran, de l'analogie du numérique, tout ce qu'on veut, des échanges, parce qu'effectivement il y a des échanges. Un petit peu à la façon de Nathan Godot, on a eu tout un tas d'échanges sur la condition mortelle des humains, sur le fait qu'on soit obligé de manger, qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir des possessions infinies, tout un tas de discussions donc là, qui sont plutôt philosophiques et qui nous intéressent moins pour l'image interactive. Mais en tout cas, c'est bien à travers la confrontation et l'entremêlage, l'intrication de ces niveaux de réalité qu'on a pu faire émerger quelque chose qui n'est possible que précisément que à travers une représentation simulée et une simulation représentée. Un nouveau médium. Qui est le véhicule
qui tentent d'appliquer, parce qu'on est sur la question des points de contact entre les régimes représentationnels, qui tentent d'appliquer des catégories de pensée de la représentation, et bien échouent parce qu'ils ne parviennent pas à saisir évidemment ce complément, c'est-à-dire qu'ils ont tort, c'est qu'il faut intégrer le fait qu'on a affaire à une image en réseau. Ici, d'ailleurs, chaque avatar construit l'image par ses actions, qui est à la fois analogique, cybernétique, synthétique, et qui est donc toutes ces choses à la fois et de manière non opposée, comme on a d'habitude dans notre dualisme occidental et rationnel, tendance à le penser. Je vous remercie. On attend de prendre deux questions si vous le souhaitez. Un grand merci en tout cas à Thomas en premier, Étienne. Et vous dire aussi voilà, le grand plaisir qu'on a de recevoir aujourd'hui, depuis 2 jours, quelques membres de ce fameux observatoire, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On en a ici effectivement l'un des cofondateurs et son président, c'est vraiment un honneur pour nous. Merci. Désolé, moi j'aimerais bien rester toute la journée, mais ce soir j'ai la présentation de Game Over, le règne des jeux vidéo, qui est un film que vous trouverez sur Arte à minuit 15, qui va être en replay pendant 7 jours, et qui est un film incroyable, et j'ai eu le plaisir de le contribuer. Donc c'est pour ça que je ne peux pas rester, vraiment très heureux d'être ici. Voilà, si vous avez une ou deux questions, il faut parler très fort. Est-ce qu'on peut poser l'approche de Régis Debray et son produit est-ce que ça a encore une valeur aujourd'hui? Alors, l'approche de Régis Debray et l'approche de Descola. Alors, tout le monde va peut-être rappeler ce qu'est l'approche de Régis Debray. Donc, Régis Debray est un homme à la fois engagé politiquement et intellectuel qui attendait de fonder la science qui serait la science des médias, la médiologie, et qui, du coup, science de portée moyenne, qui est proche des sciences de l'information et de la communication. Donc, lui, effectivement, il est très interdisciplinaire. Moi, je dirais que Descola, lui, se penche sur le fait humain. C'est-à-dire comment nous, êtres humains, tentons d'accepter l'univers, de concevoir des ontologies, comme il le dit, c'est-à-dire des manières de vivre avec les objets, les êtres, ce qui nous entoure, la vie, la mort, et quelque chose qui constitue la condition humaine. Alors que je ne pense pas que ce soit l'approche médiologique, qui effectivement tente de voir qu'est-ce que ça nous fait, mais qui n'a pas, à mon avis, disons, la prétention de resituer la pensée occidentale dans son contexte mondial. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que notre dominance économique et culturelle est toute relative, on commence à la sentir un petit peu limitée, et qu'il y a des modes à la fois de métissage et d'hybridation entre les pensées. La pensée scientifique ne va pas mourir, mais elle va s'enrichir probablement de points de vue, et il y a des gens qui font la science autrement que nous. Donc, moi je dirais que la réflexion sur les médias de Régis Debray, eh bien, c'est une réflexion qui gagnerait à être éclairée selon un nécessaire, parce qu'on est chercheur en communication. Absolument. Donc ça, c'est le bouquin qui vient de l'Expo, la femme des images. Donc c'est Descola qui est le commissaire de Descola. Donc c'est sous-titré les visions du monde et formes de la représentation. Donc c'est effectivement ce rapport-là entre les visions du monde et les modes et les formes de la représentation. Donc suivant ces 4 ontologies, parce qu'en fait ça revient à des ontologies, ça revient à des manières de percevoir, de détruire, de sentir, de ressentir. Et effectivement, avec la mondialisation, il est évident que ces visions du monde se consolident, donc ces choses-là sont en train de se mélanger. Et nous, ce qu'on pense, c'est que le véhicule finalement de tout ça, parce qu'on voit bien que par exemple, dans cette mondialisation, tout le monde dit maintenant, cette espèce de philosophie américain qui est diffusée par le cinéma, le jeu vidéo, etc. Donc c'est bien ça qui est en train de passer. Tout à l'heure, c'est avec les jeux de guerre et tout ça, les gens ont cette imaginaire-là, les enfants ont ça. Donc c'est bien ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'hybride là-dedans? Donc c'est un petit peu ça. On pense que effectivement on est en train de s'hybrider avec de l'analogisme constitue à revenir finalement à quelque chose qu'on a quitté Ou la pensée magique, quand vous tournez, comme disait Vincent Megui, un chercheur, le beau chien n'aboie pas, mais le chien de jeu vidéo aboie, et éventuellement peut même mordre votre personnage et vous poursuivre. Et qu'est-ce que c'est que cet être? Et pareil, il y a des cybernéticiens qui disaient que la souris. D'accord.
cybernéticien qui disait on peut comparer la souris artificielle qui cherche à sortir de son labyrinthe et la vraie souris qui est poursuivie par un chat. Et alors ils ont été accusés de tous les maux, de réductionnisme, de folie et tout, mais c'était une pensée analogiste. Et on compare l'artificiel avec le vivant. Et ça, c'est des choses qui ont été très productives, non pas pour réduire le cerveau à un ordinateur, mais pour dire qu'il y a des parallèles. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est tout ça qui nous irrigue et qu'on a refoulé. Et aujourd'hui, effectivement, on pense que à la fois la normalisation du jeu vidéo, qui cache en réalité une occultation, parce que c'est vrai qu'on va dire c'est un art noble, bravo, etc. Mais en fait, ça ne dit rien de la manière dont, à travers les réseaux, il se passe des transformations identitaires ou des visions du monde tout à fait étonnantes qui s'ouvrent à nous. Donc, il faut se méfier d'une sorte non pas de victoire, mais de satisfaction sociale, bravo, jeux vidéo, et qu'est-ce qui se cache derrière, et comment ça nous transforme, non pas pour dire c'est mal, c'est bien, mais voilà, on ne peut pas se contenter de revenir, parce que les classiques sont en train effectivement de... Je ne vais pas les analyser uniquement avec les instruments de pensée théoriques un peu anciens. C'est pas quelle est la spécificité du c'est un peu ça qui nous... Toujours quelle est la spécificité de cette arme, quelle est la nouveauté, qu'est-ce qui se passe là. Ça n'enregistre pas. Mais je peux le téléporter avec, hein, si vous voulez que je peux vous faire croire quelque chose en termes magiques. J'ai une question sur l'image interactive qui va peut-être embellir sur tout à l'heure. Je suis un peu gêné de parler de l'exemple que vous avez donné du vidéodisque, parce que l'image, pour moi, n'est pas interactive. La navigation est interactive, mais l'image, elle n'est pas du tout interactive. Mon lecteur de DVD, alors, est interactif puisque j'ai un chapitrage et que je peux aller d'un endroit à l'autre. Et je vais vous signaler qu'en 1973, Nintendo avait un système de jeu qui s'appelle Laser Play Shooting, et qui avait ce système-là avec un pistolet optique, hein, qu'on a connu après les jeux vidéo, qui permettait justement de shooter les oiseaux, et qui, suivant son action, si on avait shooté le pas, choisissait un enregistrement ou un mode pour produire des choses. Ça, c'était du jeu vidéo. Et l'image générée a été déjà produite. Un petit moment, donc là, l'image interactive, je ne vois pas non plus une navigation interactive comme dans. Et la deuxième chose, si vous avez parlé de l'informatique et le jeu vidéo qui ont des racines communes, c'est même plus que ça. C'est que le jeu vidéo a été utilisé par les informaticiens pour tester l'interaction qu'il pouvait avoir avec un ordinateur. Et une première expérimentation, c'est OXO en 52, c'est un petit plateau. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas d'écran, pas de clavier. On se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir discuter avec cette machine. C'est dans sa tête. Et donc, on a un jeu. Turing utilise aussi le jeu pour tester des idées sur l'intelligence artificielle. Il est le premier à produire un jeu d'échecs capable de jouer, une machine qui est capable de jouer contre l'ordinateur. Et en fait, le jeu vidéo n'est pas créé pour le jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est comme un cassable d'expérimentation pour l'informatique. Alors, je vais rebondir là-dessus, je vais laisser la parole sur l'image interactive. Vous avez parfaitement raison. Le phénomène ludique est un mode de négociation avec la technologie. Et la meilleure expression de ça, c'est la façon dont l'informatique s'empare du jeu vidéo. Je renvoie à la thèse que j'ai écrite en 2008 et où effectivement il y a toute la façon dont la théorie des jeux, aussi bien que comment l'interaction homme-machine, le human factor, tout un tas de... Vous avez parfaitement raison. Sur la deuxième partie de votre question, une remarque plutôt. Sur la première partie, c'est que nous, on pense véritablement que là ce qui nous intéresse tous, c'est effectivement un espèce de rapport à l'image. Là, il ne s'agit pas c'est pas un rapport hypertextuel, là, genre du secteur, n'importe quoi, pour passer d'une séquence à une autre. Là, il s'agit d'un point de vue, c'est-à-dire que là, on est quelque part présent d'une manière déjà un petit peu implicite de par le point de vue. C'est effectivement, c'est le degré zéro de l'image interactive. Hein. Donc ça, c'est bon, on est dans une espèce de réseau d'images dans lequel on est en train de se déplacer, et donc on est acteur de ce déplacement. Donc chaque image n'est pas interactive, c'est une image photographique. Chaque image, d'accord? Et au même titre que le cinéma, si vous regardez une pellicule à l'ancienne, où est le mouvement? Hein, et pourtant, ça bouge.
Donc, c'est un peu, pour faire une analogie, bon, c'est bien que la télévision était assez début mécanique, et électronique après. Là, il se trouve qu'on est dans des systèmes tout à fait basiques, du degré zéro de la Terre, donc cette image interactive est extrêmement encore, donc avec des banques d'images, avec des images fixes, mais qui ne sont pas interactives en elles-mêmes. Et la relation est interactive. Enchaînement, et on est en continuité visuelle, on est dans un univers, on est dans une ville, on est en train de se déplacer. C'est vous. Pardon? Oui. Alors, ça, c'est le catalogue de l'exposition. Donc, il y a une exposition maintenant déjà qui a plusieurs années. 2000 ans. C'est ça. Voilà, et donc le Escola et le commissaire. C'est tout à fait. Alors, je ne sais pas si Et épuisé, voilà. On peut trouver. Ce que je vous propose, c'est vraiment le cœur de la table ronde tout à l'heure, c'est de garder toutes ces questions et juste après une courte pause café, on se dit un petit quart d'heure, voilà, tant qu'on ne prenne pas peu de temps et que voilà, pause café, et puis on reprend.